Bonjour, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Au niveau du micro, est-ce que pour vous, vous m'entendez jusqu'au fond? Ok, merci. Donc, on va passer ces 50 minutes pour que je vous transmette un certain nombre de repères, d'outils par rapport au fait d'apprendre à mieux communiquer. L'idée, c'est de repartir avec des trucs, repartir avec des choses que vous allez pouvoir appliquer aussitôt après cette conférence. Apprendre à mieux communiquer, pourquoi? Pour mieux vivre, pour améliorer ses relations, pour un mieux-être, pour plus d'énergie. Apprendre à mieux communiquer a un impact énorme sur l'ensemble de notre vie en général. Et en particulier sur les relations fondamentales de notre vie. Les relations fondamentales, ce sont celles qui concernent notre relation à notre conjoint, à nos enfants, à nos parents. Et lorsqu'une de ces relations-là, ou à nos frères et sœurs, se passe mal, eh bien, il y a de la souffrance qui est générée. Je pense que c'est quelque chose qui vous parle. Quand alors une seule de ces relations fondamentales se passe mal, est difficile, et dans le non-dialogue, eh bien, il y a la souffrance qui est ressentie émotionnellement, la souffrance qui est ressentie à différents niveaux. Donc apprendre à mieux communiquer va permettre d'améliorer votre bout de la relation, et je vais vous proposer un certain nombre d'outils appuyés sur la méthode ESPER de Jacques Salomé. Jacques Salomé que vous connaissez peut-être, qui est écrivain, il a écrit une soixantaine de livres par rapport à la communication relationnelle. Et j'ai envie de dire, à part la CNV et la méthode ESPER, je ne connais pas d'autres méthodes qui parlent de la communication relationnelle, la communication interpersonnelle. Pas une communication d'efficacité, mais une communication, je privilégie la relation à l'autre. Dans la communication relationnelle, je vais vous mettre en avant le système dans lequel nous baignons depuis notre enfance, qui est un système anti-relationnel, qui est un système d'incommunication, que la méthode ESPER appelle le système SAP. Donc dans le système SAP, il y a 5 grandes types de communication qui sont anti-relationnels. Et je vous invite à ne plus utiliser cette façon de communiquer, parce qu'à chaque fois, elle ne prend pas en compte la relation, elle baisse l'énergie, elle amène un mal-être. Vous avez sans doute été déjà confronté au fait que vous avez une bonne intention d'améliorer la relation, de communiquer à l'autre, et au final, il y a de la compréhension qui ressort, il y a une tension qui ressort, alors que votre idée de départ, c'était d'améliorer quelque chose, c'était de mettre en commun quelque chose. Et ça, c'est parce qu'on utilise ce système SAP. Donc ce système SAP, je vais commencer par le décrire, hein. C'est le côté un petit peu légèrement plombant du départ, parce que on est sur les côtés négatifs de la communication, entre guillemets. Et ensuite, je vous proposerai différents outils, différents concepts, différents repères qui vont vous permettre de communiquer autrement. Et rien qu'en changeant la façon dont on communique au niveau des mots, la relation s'améliore énormément. Donc dans ce système SAP, le S de SAP, c'est sourd à soi-même, sourd aux autres. Voilà. Le A, c'est aveugle à soi-même, aveugle aux autres. Et après, on a pervers, pernicieux et énergétivore. Les relations énergétivores, ça vous parle peut-être. On a différentes personnes qui ont différentes dynamiques relationnelles, et certaines personnes sont, par exemple, très souvent dans la plainte en permanence, sont dans le négatif, sont dans la projection sur soi avec des tus, inquisiteurs, etc. Tout ça, c'est énergétivore, ça baisse l'énergie de la relation. Donc dans ce système SAP, vous avez 5 systèmes. Et un système, c'est quelque chose qui est tellement établi que ça marche de façon automatique. C'est un système, donc c'est là, depuis mon enfance, j'étais biberonné avec ce fonctionnement de parler. Le premier, ça concerne toutes les injonctions. Donc les injonctions, on va avoir toutes les formules à base de « tu dois »,« il faut ». Donc ce sont des phrases injonctives. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, il faut faire ceci, il faut que ça marche comme ça. Alors, ce système SAP, vous allez voir que 95% du temps, vous utilisez ce fonctionnement-là. On n'a pas appris. On n'a pas appris à le faire. Donc, c'est une invitation à faire différemment, mais pas une invitation à culpabiliser, au contraire. Alors, on n'a pas appris, donc là, je vous propose quelques repères par rapport à ça.
Donc les injonctions, ça vous parle? Les injonctions qu'on a pour l'autre, bon, tu dois faire ça pour réussir ceci, il faut que tu fasses ça. C'est des choses qui pèsent. Le il, on ne sait pas qui c'est, il faut. Il est où ce il? Et le tu dois, voilà, en quel nom tu dois. Et le tu, on va voir, il est très chez l'autre dans la relation. Et j'utiliserai un outil de visualisation pour bien comprendre cet aspect-là. Donc je vous invite à mettre les injonctions de côté. Vous avez ensuite toutes les menaces chantage. Donc menaces chantage. On va avoir au niveau des menaces tout ce qui est si tu, 3 petits points, tu, 3 petits points. Si tu ne fais pas, si tu ne termines pas ton dessert, tu n'auras pas de télévision. Voilà, on est dans la menace. Si tu ne m'écoutes pas, voilà, tu auras affaire à moi. Si tu restes avec cette femme, tu vas voir ce qui va t'arriver. Voilà, on est dans un fonctionnement de menace. Et le chantage, quelque chose assez similaire mais un petit peu plus inquisiteur, c'est si tu, je. Voilà. Si tu ne prépares pas ça, bah, je vais te tomber dessus. Si tu restes avec elle, je te quitte, je te tue. Voilà, tout ce qui est chantage, voilà, que on peut entendre assez régulièrement dans cet système SAP. En troisième, on a tout ce qui est les dévalorisations. Et en France, on est en Occident assez fort pour ça, se dévaloriser. Donc là, on est plutôt dans le tu es. Tu es comme ceci. Tu es pas assez comme cela. Tu es pas assez performante. Tu es courageuse. Tu es courageuse aussi. On est dans le tu es. On est dans la définition de l'autre. Tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es pas. On est d'accord. Le vous également s'applique dans le milieu professionnel. Vous n'êtes pas assez compétent. Tu es nul, tu es pas assez comme ceci, tu es trop grosse, etc. Donc on a tout ce qui est dévalorisation. On rajoute également toutes les généralisations. Ta sœur, elle est plus rapide que toi. Voilà. Là on est dans ce qui est... C'est une forme de dévalorisation, les généralisations. Les hommes, eux, voilà, ils fonctionnent comme ça. Là on est dans les généralisations. Donc on est toujours dans un système SAP, un système énergétivore, un système qui met pas de vie dans la relation. Et puis on peut avoir aussi des choses un peu plus subtiles qui va disqualifier pas tant la personne mais ce qu'elle va faire. Par exemple l'enfant, on va dire l'adolescent qui vient d'avoir son bac, il arrive avec son bac et puis le père, oh bah, de toute façon cette année ils l'ont donné à tout le monde. Voilà. Là, à nouveau, on est dévalorisation. Ensuite, on va avoir au niveau de quatrième point, tout ce qui sont les culpabilisations. Donc les culpabilisations, ça va être tu me. Voilà. Tu me fais de la peine. Tu vas tuer ta mère si tu lui dis ça. Là, on est plutôt dans la menace. Tout ce qui va faire que je vais rentrer dans un système d'auto-culpabiliser. La culpabilisation, c'est je veux rendre l'autre responsable de ce que moi je ressens. Voilà. C'est quelque chose de très pratique, mais c'est quelque chose de très terroriste dans la relation, entre guillemets. Parce que là, je suis... Quelque chose qui est vraiment juste pour moi, c'est tout ce que je ressens. Donc si l'autre, il m'impose ce qu'il ressent et il remet en cause ce que je ressens, ben là, je remets en doute qui je suis et je crée beaucoup de culpabilisation. Donc ça peut être aussi bien des culpabilisations voilà, très fortes, mais aussi les « tu m'énerves ». Je prends des exemples très simple et concret. Tu m'énerves, je suis énervé par le comportement de l'autre. Je me sens pas à la hauteur de faire face à l'énergie qu'a l'enfant. Donc je vais dire, bah, tu m'énerves, tu m'agaces, tu es trop agité. Voilà. Au lieu de partager, et on va le voir après, comment moi je vis la situation et être dans une autre façon de communiquer. On va voir en cinquième partie tout ce qui concerne les ordres à l'impératif.
tout ce qui est rapport dominant-dominé. Donc là, ça va être tous les ordres, voilà. Fais ceci, fais cela, euh, pose ton cartable, range la vaisselle, prépare à manger. Là, on va être un certain nombre d'ordres. Et l'enfant, le matin, à l'école, il va entendre la journée, prends ton cartable, sortez vos affaires, prenez la page temps, écoutez-moi, toi tais-toi, viens ici. Est-ce que tu peux... Voilà, on va être dans beaucoup d'ordres encore et encore. Puis le soir, ça continue, ça continue. Donc, il y a une autre façon de faire, hein. Donc là, je vous propose, en effet, de renoncer progressivement à ce système d'incommunication du système SAP. Déjà, si la moitié du temps, vous transformez ce système SAP en une méthode relationnelle, qui est la méthode ESPER, par exemple, en tout cas pour ici, eh bien vous verrez que vos relations s'amélioreront énormément. Donc ça, ce sont tous les systèmes de communication de moi à l'autre. Mais il y a aussi la même chose que je peux appliquer à moi-même. Voilà, parce que la relation à l'autre, mais aussi la relation à moi. Donc l'injonction se transforme en auto-injonction. Auto-injonction, c'est le matin, je dois me lever, je dois travailler, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Donc là, j'ai une relation à moi-même qui est pareille, qui m'encourage pas, qui me met pas de l'énergie. Tout à l'heure, je ferai quelques petites visualisations par rapport à ça. Jacques Salomé utilise l'écharpe relationnelle pour symboliser la relation. Et la relation à moi-même, c'est je mets l'écharpe, par exemple, sur mon cœur et je m'écoute. Voilà, là, je suis dans la relation à moi-même. Donc, si j'ai une relation à moi-même, pareil, qui est dans le système SAP, bah, je ne prends pas soin de moi. Voilà, je ne me considère pas. Donc, les auto-injonctions font partie de cette communication à moi-même qui est énergétivore. Donc, auto-injonction, je vous invite à mettre de côté les il faut, les je dois. Voilà. J'ai un client qui est venu en consultation. Le matin, il disait faut que je me lève, faut que j'aille travailler. Il a simplement changé sa façon de communiquer en disant je choisis de. Et pour lui, il dit que sa vie a changé. Rien que cette phrase. Donc pour certaines personnes, il faut peu de choses pour mettre en route un autre fonctionnement. Et il commence la journée beaucoup plus léger. Et ça, c'est les premiers pas vers une communication relationnelle. Menace, chantage également, on peut s'auto-menacer. Bon, si je fais pas ça, j'y arriverai jamais, etc., etc. Les auto-dévalorisations, on est aussi assez fort pour ça. Hein. Je suis nul, je suis pas capable, j'y arriverai jamais, c'est pas mon truc, c'est pour les autres. Voilà. Tout ce qui est auto-dévalorisation, auto-culpabilisation également. Voilà, si je lui dis ça, voilà, elle prendra mal, etc., etc. Les ordres impératifs, on peut aussi dire bon, moi c'est Christophe. Allez Christophe, lève-toi. Allez Christophe, il faut que tu y ailles. Là, vous utilisez la voix de vos parents. Allez. Quand vous parlez comme ça en votre nom, en il, allez, on y va, on y va. C'est comme si vous parlez au nom de vos parents. Donc c'est aussi une auto-ordre impératif quelque part. Donc, la méthode ESPER va proposer un certain nombre d'outils. Un des premiers outils, c'est le bâton de parole. Le bâton de parole que je vous invite à essayer, surtout quand vous êtes au moment du repas familial. On a l'illusion de croire que le moment où on mange, c'est un moment de partage et de communication. Et très souvent, c'est plutôt un moment de tension, de conflit, d'agitation. Le bâton de parole va agir comme un régulateur. C'est-à-dire ce bâton de parole-là, j'en ai pas pris un avec moi, mais on va imaginer qu'on a un bâton de parole. Symboliquement, eh bien, celui qui tient le bâton de parole demande à être écouté, suppose qu'il aille à l'essentiel et qu'il ne soit pas interrompu par l'autre. Et quand il a dit ce qu'il a à dire, il repose le bâton de parole sur la table et une autre personne le prend pour prendre la parole. Donc c'est un outil qu'on utilise dans les stages et tous ces outils sont vraiment transposables au quotidien pour pouvoir réguler la communication. Et rien que ça, ce petit outil-là que vous pouvez instaurer chez vous, même dans une relation à deux, on a tendance à se couper, on a tendance à ne pas terminer ce que l'autre a à dire, eh bien vous allez voir que ça change beaucoup de choses quand on est amené à communiquer autrement que dans ce système SAP. Voilà, donc un des premiers outils, le bâton de parole. L'autre outil que Jacques Salomé utilise, c'est l'écharpe relationnelle. Nous sommes deux individus. Je vais reprendre ce... C'est vous, moi. Vous avez une première relation
de vous à vous-même. Donc une première écharpe, comme j'ai montré tout à l'heure, où j'ai une relation de moi-même à moi-même. J'ai une relation également avec mes parents, donc une relation père, une relation mère, avec mes grands-parents également. J'ai une relation avec mes frères et sœurs, sœurs. J'ai une relation professionnelle également avec des collègues. J'ai des relations amicales également qui sont sur ce même niveau relationnel. Et j'ai des relations avec mes enfants, mes élèves. Voilà. Donc quand je suis en relation avec l'autre, il y a une relation qui existe entre nous deux. Deux personnes sont deux êtres vivants. La relation, c'est un organisme vivant. Et la méthode Espert met vraiment en avant qu'un organisme vivant, comment il fait pour vivre? Il a besoin d'être nourri. Il a besoin d'être nourri de phrases positives, il a besoin d'être nourri de cadeaux, il a besoin d'être nourri de paroles positives, valorisantes, etc. Puisque si la relation n'est pas nourrie, un organisme qui n'est pas nourri va mourir. Donc si je ne prends pas soin d'une relation, la relation va mourir. La relation va se dégrader progressivement. Là, je propose à deux personnes de venir simplement pour montrer le visuel de cette relation. Qui veut bien venir pour visualiser ça? Hop, une personne. Merci. Voilà, donc là, j'ai deux individus, on peut dire deux sœurs par exemple, et j'ai une relation qui est là. Donc, dans une relation, chacun est responsable du bout de sa relation. Voilà, je ne suis pas responsable du bout de la relation de l'autre, mais je suis responsable à moitié du bout de ma relation. Et dans cette relation-là, je vais aussi être responsable de ce que je vais émettre dans la relation. Et aussi responsable de ce que je vais recevoir de la relation. Le principe de responsabilisation est beaucoup utilisé dans la méthode Espert. Donc, comme je suis responsable de cette relation, je peux envoyer différents types de messages. Vous avez des messages cadeaux. Donc, en méthode Espert, là, je vous montre le troisième outil, qui est l'outil de la visualisation. Premier outil, le bâton de parole. Deuxième outil, l'écharpe relationnelle. Troisième outil, la visualisation. La visualisation, ça permet de voir, et c'est un outil très efficace et très puissant pour comprendre, s'entendre et mieux communiquer. Donc là, je fais une visualisation de ce que je dis. Donc, j'ai visualisé l'écharpe. Là, je visualise, par exemple, une phrase, un message cadeau. Donc, un message cadeau, voilà, que la personne va envoyer. Elle va le mettre dans le tuyau relationnel, et ce message cadeau, il va arriver de l'autre côté. Voilà. Mais je peux aussi envoyer des messages poison. On prend un message poison. Voilà. Tout dépend si je nourris la relation, si j'en prends soin ou pas. Et le message poison, je peux l'envoyer en face. Et l'autre a la responsabilité, ou non, de le garder, de le restituer, de le laisser à sa place. Pareil pour le cadeau. Dans une dynamique relationnelle, accueillir un cadeau, c'est pas toujours évident et pas toujours simple. Et une communication sera vivante si on prend en compte 4 aspects qui sont le donner, refuser. Je vais les écrire ici. Donc on a donner, recevoir, je vais les mettre en paire, demander, refuser. Donc dans ce donner, recevoir, demander, refuser, ce sont les 4 éléments qui font qu'une relation va être équilibrée, va être nourrie. Voilà. Je propose de vous rasseoir, je revisualiserai, merci, un petit peu plus tard d'autres éléments. Donc dans ces 4 dynamiques relationnelles, en quoi vous vous sentez à l'aise et en quoi c'est difficile pour vous? Voilà. Est-ce que donner, c'est quelque chose qui est facile pour vous, qui est au contraire, c'est difficile de donner de soi, au contraire, ça vous savez faire, vous êtes performant pour donner. Donc voilà, interrogez-vous là-dedans. Est-ce que dans le donner, je sais faire ou pas? Dans le recevoir, également, comment c'est pour moi de recevoir? Souvent, quand je donne beaucoup, c'est que j'ai envie de recevoir, mais que je ne sais pas recevoir. Donc dans ce recevoir, je peux le vivre de différentes façons.
je peux ne pas savoir recevoir, je peux accueillir et je peux amplifier. Il y a différentes dynamiques dans le recevoir. Donc, recevoir, c'est recevoir un compliment, recevoir un cadeau, par exemple. Si je dis par exemple à cette personne, voilà, j'apprécie votre collier, je le trouve joli. Voilà, merci. Donc la personne, elle me répond merci, donc elle reçoit. Voilà. Pour certaines personnes, ça serait, oh vous savez, je l'ai acheté dans les soldes. Voilà. Voilà. Là, je sais pas recevoir. On offre un cadeau, un bouquet de fleurs. Oh, fallait pas. Voilà. Là, je montre mon incapacité à recevoir quelque part. Quand je suis dans le merci, je sais recevoir. Voilà. Quand je suis merci, puis je sens que ça me rend vivant, je sais accueillir. Voilà. Et amplifier, c'est merci, avec cette phrase-là, ma journée va être encore plus dynamique et égayée. Voilà. Donc, où j'en suis dans ma capacité à recevoir. Et je me souviens d'une personne avec qui j'ai travaillé. Pour elle, même dire merci, c'était très difficile. Donc, première chose qu'elle a mis en place, c'était déjà de ne rien dire. Au lieu de dire, non, vous savez, mes tableaux, voilà, ils sont, voilà. Elle exposait des tableaux et à chaque fois, elle se désengageait des retours qu'on lui disait. Donc, c'était d'abord, première étape pour elle, de ne rien dire. C'était sa première étape pour pas refuser déjà ce qu'on lui donne. Le demander, voilà, on a tendance à mettre de côté cette dynamique du demander. Donc, demander, c'est prendre le risque d'un oui et d'un non. Et souvent, quand je demande, j'ai cette confusion entre la personne et l'objet de la demande, entre la personne et le oui et le non qu'elle va dire. Donc, un des concepts aussi qui est important à prendre en compte, c'est de différencier l'objet de la personne. Voilà, des choses que vous avez peut-être entendues, mais ce sont des choses essentielles. De ne pas confondre la personne avec sa demande. Pour ça, je vais repartir sur un petit coup d'écharpe, si ça vous va de revenir d'autres personnes. Hop. Une écharpe d'un côté et un bout d'écharpe de l'autre. On va imaginer que tu as une demande. Voilà, ça c'est ta demande. Donc, première chose, quand je visualise, je ne confonds pas la personne avec sa demande. Voilà, quand la personne me fait une demande, si je dis oui ou non, on va imaginer que c'est la réponse de la demande, ou voilà, la réponse de la demande. Tiens. Donc par rapport à cette demande, je vais avoir une réponse. Si c'est un non à la demande, c'est un non par rapport à la demande et pas un non par rapport à la personne. C'est ça qui fait que souvent, pour plusieurs personnes, c'est difficile de refuser. Et du coup, au lieu de me respecter dans mon intégrité, dans ce qui est juste pour moi, je veux dire un oui, mais un oui qui fait que je ne vais pas me respecter. Parce que j'ai peur que quand je dis non, je vais dire non à la personne. Alors que non, je dis non à la demande. C'est des choses essentielles à distinguer. Sinon, c'est une confusion importante. Et si je ne sais pas refuser, eh bien, je ne saurai jamais vraiment dire un grand oui. Et apprendre à dire non, c'est apprendre à dire oui. Donc, le tout, c'est pas dire non pour dire non, et on va le voir après, c'est m'écouter. Je m'écoute. Par exemple, si la demande c'est, tiens, j'ai besoin que tu me fasses un prêt d'argent, voilà. Voilà. Comment je vais faire pour recevoir cette demande-là? Est-ce que je dis oui à l'autre, je dis oui à la demande? Alors, je vous invite à prendre en compte la demande et pas la personne. Et qu'est-ce qui va faire qu'en moi-même, je vais prendre une décision par rapport à cette demande? Eh bien, ça va être vraiment de prendre le temps, et là je propose de t'écouter. Voilà. Et mettre en commun, communiquer. Communiquer, ça veut dire mettre en commun. C'est pas dialoguer, c'est pas parler sur l'autre, c'est pas parler sur les faits, c'est pas parler sur le temps. Communiquer, c'est mettre en commun. Donc si j'ai à mettre en commun quelque chose, c'est quelque chose qui m'habite, quelque chose que je vis. Alors ce que je peux mettre en commun, je peux mettre en commun un besoin, je peux mettre en commun un choix, je peux mettre en commun un sentiment, je peux mettre en commun une demande, je peux mettre en commun voilà, beaucoup de choses. Mais pour ça nécessite que je m'écoute. Donc s'écouter fait partie de la première base de la communication. Voilà. Communiquer, c'est apprendre à s'écouter. Et ensuite de le mettre en commun. Mais je peux choisir de mettre en commun ou pas. Voilà. Mais je communique. Donc quand j'ai une demande, on a l'habitude de dire peut-être, je sais pas, ton prêt, voilà. Prenez le temps. Prenez le temps de dire j'entends ta demande. Voilà, je vais voir ce que je peux faire pour cette demande. Voilà. Et vous écoutez. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est disponible? Je suis avec qui en relation? Etc., etc. Voilà. Et après, je peux
dire un non à sa demande ou un oui à sa demande. Je profite que vous soyez là pour montrer un autre concept. Merci. Hop. Un autre repère en méthode ESPER, c'est de différencier sentiments et relations. Et ça, c'est un des plus gros pièges, et qu'on le trouve en relation de couple, en relation parentale, en relation parent-enfant, que mélanger sentiments et relations sont un des premiers concepts à prendre en compte. Alors, j'imagine par exemple, ça c'est les sentiments que tu as pour ta sœur. Je suis parti avec l'exemple de la sœur. Ça c'est les sentiments que tu as pour ta sœur. Alors vous voyez déjà que sentiments et relations, c'est pas la même chose. C'est deux choses distinctes. Très souvent, ce qui se passe, c'est que je mélange les deux. Voilà. Par exemple, je fais une demande et l'autre va vouloir dire oui parce qu'il a peur de perdre l'amour que l'autre a pour lui. Alors que non, la demande, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le sentiment. C'est quelque chose qui va passer dans la relation, dans un sens ou dans un autre. Et cette confusion-là, on peut la retrouver souvent, et en particulier, quand on utilise le mot « j'aimerais », ça met une confusion par rapport à ça. Voilà. J'aimerais que tu me prépares à manger. Ben là, j'aimerais, ça veut dire au nom de sentiment que j'ai pour toi, je te fais une demande. Donc c'est le côté subtil du truc, mais cette confusion, elle est très souvent là. Bah, si tu veux prendre une soirée avec tes amis, c'est que tu m'aimes plus. Voilà. Là, on est dans la confusion sentiment-relation. Alors que si je m'écoute, je dis, bah non, là j'ai besoin de passer une soirée avec mes amis, c'est juste pour moi. Donc voilà, je te propose que la semaine prochaine, j'ai prévu de voilà, je fais ce partage-là. Ah bah si tu fais ça, c'est que tu m'aimes plus. Voilà, là il y a un mélange sentiment-relation. Comme si tu m'aimes, tu devrais t'occuper de moi. Voilà. Si tu m'aimes, tu devrais prendre soin de ça. Tu devrais prendre soin de moi. Là, j'utilise le fait que j'ai des sentiments et l'amour pour l'autre pour mettre ça dans le tuyau de la relation. Alors que ça, c'est important à montrer à un enfant en tant que parent, de dire bah, ça c'est l'amour que j'ai pour toi. Voilà. Même le symboliser, vous prenez un petit objet chez vous, vous dites ça c'est l'amour que j'ai pour toi, et quoi qu'il se passe, voilà, il sera toujours là présent. Puis vous le posez à un endroit de la maison, pour que l'enfant puisse entendre que ce parent aime cet enfant. Et très souvent, les tensions qu'il y a entre les deux enfants, c'est qu'ils veulent se battre l'amour que le parent a de son côté. Alors qu'il y a un amour distinct pour... On imagine qu'il y a deux enfants. Donc ça, c'est l'amour que tu peux avoir pour un premier enfant. Ça, c'est l'amour que tu peux avoir pour un autre enfant. Donc vous voyez, ces deux amours qui sont différents. Voilà. Cet amour-là, il est que réservé exclusivement pour, on imagine, le garçon, voilà, le fils. Et cet amour-là, il est que réservé pour l'autre enfant, pour la fille. Voilà, donc c'est deux amours qui sont différents et que exclusivement réservés pour l'un ou l'autre. Et quand l'enfant peut entendre ça, parce que vous avez visualisé, parce que vous avez montré ce fonctionnement-là, eh bien il n'y a plus cette recherche de concurrence de je vais plaire à maman, etc. Pour avoir le plus d'amour. Non. Il y a une distinction entre la relation que j'entretiens avec ma mère et le sentiment que j'ai, et l'enfant, pareil, a son sentiment de son côté. Ok ? Merci. Donc là, je vous propose différents concepts principes. Hein. J'ai 50 minutes pour proposer une formation qui est sur un certain nombre de jours pour déjà vous inspirer de ce que vous pouvez faire de ceci. Alors, sortir du système SAP, c'est s'approprier, c'est s'écouter. C'est s'écouter, et vous voyez que dans le système SAP, il y a beaucoup de tu, comme je l'ai montré avant. Les tu dois, il faut... Tu fais pas ci, tu fais pas ça, si tu me. On appelle ça la relation klaxon. Tut. Voilà. Le tu est une relation énergétivore. Donc je vous propose d'utiliser le je. Pas le je narcissique, égoïque, etc., mais le je personnalisé. Qui dit bah, j'ai une demande, voilà, je ressens des choses, je suis un être humain, j'ai beaucoup de choses qui m'habitent, j'ai des choix, voilà, je me sens comme ça. Donc ce jeu-là qui va permettre de se définir et de se responsabiliser. Donc si on revient sur les injonctions ou les ordres, voilà, prends ton cartable, comment ça va se transformer avec un jeu en système relationnel. Donc je m'écoute, qu'est-ce qui m'habite, voilà. Ça peut être une demande. Bah, je te demande de prendre tes affaires. Moi, je pars.
Qu'est-ce qui m'habite quand j'ai une communication, une demande à faire? Voilà. Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est un choix? Donc je m'écoute. Voilà. Bon, j'ai fait ce choix, je souhaitais te le partager parce que ça me concerne, etc. Ça concerne notre relation, etc. Comment transformer ce système SAP avec un jeu personnalisé qui met en commun ce qui m'habite? Et pour ça, cette mise en commun, cette écoute, on va s'appuyer sur quatre critères qui s'appuient sur ce que Carl Rogers a fait. La CNV également s'est appuyée sur ce concept-là. C'est différencier faits, sentiments, retentissements, idées. Donc j'ai quatre choses à écouter pour mettre en commun avec l'autre. Ce sont dans un premier temps les faits. Donc quand je veux communiquer, c'est que j'ai quelque chose à mettre en commun. Donc c'est quelque chose à mettre en commun en général à partir de faits. Donc les faits, c'est, voilà, aujourd'hui c'est passé ça dans ma journée, à mon boulot, voilà, mon supérieur, mon responsable m'a dit ça. Et dans un deuxième temps, les ressentis. Je me suis senti dévalorisé, je me suis senti mal et ce découragement, je le ressens actuellement maintenant. C'est pour ça que je me sens pas disponible, voilà, pour autre chose et que c'est important pour moi de partager ça. Donc fait ressenti. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle les retentissements. À quoi ça me renvoie? Voilà, les faits. Une mère à son fils. Quand je te vois comme ça crier, etc., je me sens démuni, je me sens énervé, je me sens agacé. Ça me renvoie à moi quand j'étais petite. J'avais ni le droit de parler, ni le droit de bouger. Et donc quand je te vois faire, ça me renvoie à toute ma frustration que j'ai vécue à cette époque-là. Et quatrième étape, les idées, mes croyances. Du coup, voilà, j'imagine ceci, je pense cela, je crois ceci. Mettre en commun, c'est d'abord écouter ces quatre niveaux-là et les partager à la personne. Donc, par exemple, au lieu de dire arrête de manger avec tes doigts, c'est quand je te vois manger avec tes doigts, je me sens gêné. Le retentissement l'a pas toujours, hein, donc vous pouvez le mettre entre parenthèses. Et les idées, j'imagine que quand on ira chez des amis, je me sentirais pas à l'aise si tu fais ça. Voilà, je me sentirais même honteuse d'avoir un enfant qui, voilà. Commencer pour moi de communiquer vraiment ce qui m'habite, au lieu d'être simplement dans tu m'énerves, fais ceci, fais cela. Non, fait, ressenti, idée, et après ça, je fais une demande. Voilà, donc je te demande ceci, je te demande cela. Et la communication, Jacques Salomé, quand il a mis la communication espère, c'était avant tout pour les enseignants et les élèves. Parce qu'en tant qu'enseignant, on n'a pas une heure de communication dans la formation. Si on fait 10 ans de psychanalyse, il n'y a pas d'heure sur la communication. C'est quelque chose qui n'est pas pris en compte. Donc, qui nécessite d'apprendre et de s'approprier. Donc, les enfants, au lieu d'utiliser par exemple les injonctions, prenez votre cahier, faites ceci, faites cela, allez vers le jeu. Qu'est-ce qui vous habite? Vous avez le désir de transmettre votre connaissance. Voilà, c'est votre travail de transmettre. Si vous avez fait ce métier-là, c'est que vous avez des choses à transmettre aux enfants. Donc, vous vous écoutez par rapport à ça. De dire, je vous demande, j'ai besoin de votre silence, je vous demande les silences. J'ai des choses importantes à vous dire. Donc, je vous demande votre écoute. Est-ce que c'est possible pour vous, voilà, d'être attentif à ce moment-là? Je vais vous montrer ça, etc., etc. Et quand je te vois que tu parles alors que je te transmets quelque chose d'important, je me sens pas écouté et donc je demande ton attention. Voilà. Comment utiliser le jeu au lieu d'être dans les ordres impératifs, dans les systèmes SAP? Et donc ça nécessite de s'écouter. Voilà. Est-ce que c'est un désir que j'ai à mettre en commun? Voilà. Par exemple, je reprends l'exemple de tout à l'heure quand je disais tu veux aller au cinéma ou tu veux aller au restaurant. Qu'est-ce que je fais avec ça quand je dis tu veux aller au cinéma? Je demande si l'autre il veut aller au cinéma. Je ne partage même pas le fait que moi j'en ai l'envie.
Vous voyez le truc? Est-ce que toi, tu vas aller au cinéma? Alors l'autre, il se prend cette phrase et va dire, si tu veux, peut-être, on va voir ça, oui, voilà, on va voir. Voilà. Quand vous êtes comme ça avec un tu sur l'autre, est-ce que tu vas aller au resto? Bah, l'autre, il va se sentir un peu au dépourvu. Euh, vous êtes à son bout. Vous voyez, de relations. Quand je fais une demande comme celle-là, c'est même pas une demande, eh ben, je suis déjà chez l'autre. Donc l'autre, il se sent un petit peu étouffé. Il a pas l'espace pour pouvoir s'écouter, contacter son propre désir. Donc c'est en ce sens que je vous invite, si vous avez une demande, de dire, bah, tiens, j'ai vraiment le désir d'aller au restaurant cette semaine avec toi. Donc je te propose, voilà, de t'inviter quand je choisisse une soirée. Comment c'est pour toi? Voilà, quel projet tu as, quel désir tu as de ton côté? Là, je suis chez moi. Donc quand je dis, bah, j'ai le désir d'aller au restaurant cette semaine avec toi, ça me ferait plaisir. Et puis là, je suis vraiment disponible pour ça. Bah, l'autre, il entend le désir de l'autre. Donc au lieu d'être, tu veux y aller, il va sentir un espace où il va pouvoir contacter son propre désir. Il va se dire, voilà, oui ou non. Oui, moi, c'est possible pour moi cette semaine, ça me ferait plaisir, ok. On choisit ça. Euh, donc, souvent, on a un désir sur l'autre, on est sur l'autre. Et quand un homme dit, est-ce que tu veux m'épouser? Il dit pas que lui, il veut vous épouser. Il demande si toi, tu veux. Et beaucoup de mariages commencent comme ça. Donc voilà, cette phase de qu'est-ce qui m'habite? J'ai quelque chose à mettre en commun, j'ai une demande à faire. Bah, d'abord, je m'écoute. Je vis voilà, ce qui se passe. Voilà, on lui dit est-ce que tu veux qu'on emménage ensemble? Dire bah, voilà, moi je me sens disponible et prêt qu'on prenne un endroit en commun. Voilà, je sens que c'est vraiment juste ce que je vis par rapport à ça et je suis prêt. Donc je te fais cette demande-là. Tu vois comment c'est pour toi. Voilà, c'est pas pressé maintenant, mais pour moi c'est ouvert. Voilà. Donc comment je fais pour m'écouter, pour mettre ça en commun. Et c'est beaucoup plus stimulant quand vous êtes au lieu de dire bah allez qu'est-ce qu'on fait ce week-end, qu'est-ce que tu veux faire ce week-end? Oh bah je sais pas. Voilà. Et toi qu'est-ce que tu veux? Bah, je sais pas non plus. Voilà. Là c'est parce que j'arrive pas à m'écouter. J'ai pas appris à m'écouter et c'est vraiment la clé de la communication. Donc ce week-end j'ai un désir de partager avec un ami, un conjoint, des enfants, quelque chose, bah, je prends quelques temps pour m'écouter. Voilà, qu'est-ce qui vit en moi? Voilà, bah, je serai stimulé si ceci, cela. Donc je fais une demande stimulante. Voilà, j'ai le désir de passer un break ce mois-ci, un week-end entier, au bord de la mer, ceci, cela. Et voilà, donc je prends le temps de m'écouter et je mets ça en commun. Et là, je sors de ce système SAP avec le tu veux quoi ce week-end, tu ceci, tu cela. Je suis dans ce jeu où je mets en commun et je partage. Alors, là, une autre notion que je vous propose, c'est là, avec ce que je vous propose, c'est déjà vous allez amener à changer certains réflexes de communication. Hein, c'est un système, donc un système, il est bien ancré, il ne va pas partir en 15 jours, mais en plusieurs mois d'écoute et de pratique, vous allez déjà vous entendre avec toutes vos auto-injonctions. Ouais, il faut que je fasse ça, je dois faire ça. Si tu, voilà, je suis en train d'encore faire du chantage, de la menace. Vous allez conscientiser ça. La première étape de la visualisation et de ça, c'est de conscientiser mon fonctionnement. Voilà. Et petit à petit, de choisir de faire différemment. Voilà. Et au bout de plusieurs mois, il y aura un certain nombre de. C'est comme une langue. Donc une langue, ça s'apprend pas en 5 mois. Ça s'apprend sur un certain nombre, sur une durée. Et au bout de 5 mois, on a déjà des bénéfices secondaires positifs. Donc là, je vous ai montré comment on peut être dans le jeu, dans la demande, etc. Après, comment je reçois ce que l'autre m'envoie? Parce que l'autre en face, il va pas forcément changer. Depuis qu'il est tout petit, il fonctionne comme ça, en général, comme vous. Donc comment recevoir ce que l'autre m'envoie? Quand l'autre m'envoie, tout à l'heure j'ai montré un message poison. Alors, il y a différents types de messages. Il y a les messages cadeaux. Donc les messages cadeaux, ça augmente sa vivance de soi, ça augmente son estime de soi, ça augmente sa confiance en soi, ça augmente la vie, etc. Alors qu'un message poison, ça rabaisse l'un, ça rabaisse l'ensemble. Ça vous vous en rendez compte, hein, j'imagine. Donc un message poison, qui émet le message poison? En disant, voilà, tu t'es pas capable de faire ce que je te demande. Voilà, message poison qui arrive. Qu'est-ce que je fais de ce message poison-là? Qui l'émet déjà? C'est l'autre. L'autre est responsable de ce qu'il envoie, mais c'est aussi responsable de ce que j'en fais. Donc qu'est-ce que je vais faire d'un message poison comme ceci? Ce message poison, tu n'es pas capable de clouer correctement ce meuble. Voilà, un message poison qui me tombe dessus. Donc du coup,
Si je le garde pour moi, bah, j'ai cette tendance à être dans l'auto-violence avec moi, de dire bah oui, je suis pas capable, je suis nul, et puis c'est pas mon truc, etc. J'ai tendance à m'alimenter parce que je garde ça chez moi, alors que je peux très bien le laisser chez lui. Et le quatrième outil de la méthode ESPER, c'est l'outil de la confirmation. Quand l'autre, il m'envoie un message poison, je le confirme. Pour toi, je suis pas capable de planter cet outil-là. Voilà. Et je laisse ça chez l'autre. C'est très simple, mais vous allez voir que beaucoup de messages poison, la plupart, ils vont glisser ensuite. Ils vont plus vous toucher. Quand l'autre vous fait une dévalorisation, puis ça peut, des fois c'est au-delà des mots. C'est par exemple, vous avez un rendez-vous, il arrive 10 minutes en retard, et dire voilà, t'es jamais à l'heure, etc. Hop, il y a plein de messages poison. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je le garde chez moi ou est-ce que je le remets chez l'autre? Donc ce message poison, je vous invite à confirmer. Voilà. Oui, pour toi, je ne suis pas capable de planter les clous correctement. Oui, pour toi, tu me vois trop grosse. Oui, pour toi, tu me vois comme ceci. Oui, pour toi, tu me vois comme cela. Un, ça aide à l'autre à se responsabiliser de ce qu'il a dit. Parce que les personnes ne s'entendent pas dire. C'est tellement devenu réflexe. Oh, t'es un incapable, voilà, avec toi, ça marche jamais, etc. Ta sœur, elle fait mieux que ça. Donc la personne, elle s'entend pas dire. C'est devenu une habitude. Donc la confirmation, ça va l'aider à s'entendre dire. Dire, bah, toi, tu penses ça. Dire, alors au début, peut-être qu'elle va se justifier. Elle dit, bah oui, mais non, oui, bah toi, c'est ta perception. Tu vois ça comme ça. C'est OK. Voilà. C'est ta perception à toi. Et de confirmer vraiment tous les messages poison qu'on vous envoie. Les messages, parce qu'il y a différents types de messages. Il y a les messages pas bons, les messages mauvais, les messages toxiques, les messages violents. Donc ces messages-là, vous pouvez entendre les différents degrés et les laisser chez l'autre. Voilà. Dans l'instant, si c'est possible, mais au début, quand on ne sait pas faire, on était un peu surpris, puis on repart avec ça. Mais après, on peut aussi revenir et redire, bah voilà, ce message tout à l'heure, il n'a pas été juste pour moi. Il n'a pas été bon, je l'ai mal vécu, il t'appartient, je te le redonne. Voilà, symboliquement, c'est aussi possible d'écrire un mot sur une feuille et puis symboliquement de redonner. Ça, c'est des outils de symbolisation également, ou le faire dans l'instant. Voilà, l'outil de confirmation. Et vous verrez, le fait de ne pas prendre, vous allez vous sentir bien immédiatement après. Voilà. Sauf si ça contacte une blessure de l'enfance, de trahison, d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice, d'insécurité, d'intrusion, etc. Voilà, vous avez 5-8 blessures d'enfance où on a tous à travailler. Alors, en méthode ESPER, on travaille aussi sur ça pour prendre soin de l'enfant intérieur qui a été blessé. Ça, c'est un autre travail. Là, ça va être un peu long d'expliquer ça ici. Mais dans la plupart des cas, on n'est pas toujours réactivé par les blessures qui nous rendent hystériques dans l'abandon total et on met une semaine à s'en remettre. Et encore, beaucoup de messages poison, on peut les gérer déjà directement. Même professionnellement. Voilà. Dire, bah, vous êtes lent à faire ce travail. Pour vous, je suis lent. Ok. Voilà. Confirmation. Après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez derrière. Dire, bah, moi, je perçois les choses différemment. Moi, je vis les choses différemment. Voilà. Etc., etc. Donc, pour pas prendre tous ces messages poison, je vous invite à être dans la confirmation. Et l'autre se sent entendu, quelque part. Il a surtout besoin de ça. Ça le renvoie lui-même, forcément. Mais au moins, il se sent entendu. Vous êtes respecté et il se responsabilise de sa parole. Je regarde mon timing. J'ai encore 5 bonnes minutes. Peut-être laisser l'espace aux questions au lieu de renvoyer plein d'autres concepts. S'il y a des personnes qui ont des questions par rapport à ce que je vous ai proposé ici, je vous laisse un temps pour vous écouter avec votre écharpe. Est-ce que j'ai une question qui m'habite? Est-ce que j'ai le désir de la mettre en commun ou je la garde pour moi? Je continue donc avec d'autres informations. Souvent, on a tendance à confondre, je reviens, j'ai parlé de la personne et de l'objet, mais aussi du problème et de la personne. Un enfant qui revient de l'école et qui dit « je veux plus aller à l'école ». Voilà, il montre son problème qui est voilà, je veux plus aller à l'école. Voilà, il est symbolisé par cet objet-là. Le risque, c'est de s'immerger dans le problème et de dire bah, tu sais, l'école c'est important, l'école ça va t'apporter des choses, t'as pas de raison, allez, tu vas travailler plus, ça va passer, etc., etc. Là, je suis focalisé sur le problème. Non, en méthode ESPER, je suis focalisé sur la personne. J'entends le problème, que ça soit une question ou une manifestation d'un problème, j'essaie d'écouter l'interrogation qu'il y a derrière. De dire, ah, donc je confirme,
pour toi, tu veux plus aller à l'école. Non, je veux plus aller à l'école. Voilà. Et la personne, on l'invite à en dire plus sur les faits, le ressenti, le retentissement. Comment tu te sens quand tu imagines que tu veux pas aller à l'école? Qu'est-ce que tu vis? Voilà. Et l'enfant va en dire plus. Ça va être un petit événement qui s'est passé dans la journée, qui était important pour lui, où il s'est senti dévalorisé par un copain. Ou, voilà. Donc je vous invite vraiment, quand l'autre parle d'un problème, oh, tu sais, moi aujourd'hui au boulot, bon, il s'est passé ça, ça, ça. Ah bon, il s'est passé ça. Oh, tu sais, t'aurais dû dire ça, t'aurais dû faire ça. Moi, je serais pas rentré dans le jeu, moi, je serais pas resté dans la conversation. On rentre très vite dans le conseil sur le problème, etc., etc. Alors que la personne, c'est pas ce qu'elle veut. Elle va être entendue derrière ça. Donc, je confirme. Ah, t'as une journée très compliquée, ouais, j'entends ça, c'est difficile pour toi. Et j'invite à en dire plus. Voilà, je sens que tu as l'air vraiment énervé par rapport à ça. Ah bah oui, je suis vraiment déçu. Du coup, je me pose des questions. Ah, tu poses des questions sur, voilà, sur ça, etc. Et la personne, j'invite à en dire plus. À la limite, j'ai même rien à dire. Si vous n'êtes pas dans le conseil, etc., vous êtes présent là et la personne va pouvoir s'entendre. Si elle parle que des faits et des faits et des faits, cette communication-là propose d'en dire un peu plus. Bah, comment tu te ressens? Voilà. Quelles croyances, quelles idées tu as par rapport à ça? Avec vos mots, hein, là je suis caricatural sur les concepts, mais vous voyez comment ça vous parle d'être dans cette dynamique-là. Donc de ne pas se focaliser ni sur l'objet, ni sur le problème, mais sur la personne, sur l'être, sur l'individu, qui a quelque chose et l'inviter à en dire plus. Alors il y a plein d'autres concepts également. Un concept important, c'est différencier besoin-relation. En tant que parent, on est là pour répondre aux besoins des enfants. Besoin, désir, j'allais dire. Je vais partir sur besoin, relation. Besoin et désir. En tant que parent, on est là pour répondre aux besoins des enfants, mais pas à leurs désirs. Répondre aux besoins des enfants, c'est répondre, voilà, à ce qui fait que l'enfant a besoin pour se construire, pour se nourrir et être autonome plus tard. Si je réponds aux désirs des enfants, je suis à son bout et je suis pas là pour répondre aux désirs de l'enfance. L'enfant, vous baladez, il dit oh, je veux ça, dire oh bah, c'est un beau désir que tu veux d'acheter ce camion. L'enfant, il veut un deuxième camion, il a un camion à la maison, puis il dit oh j'ai ce camion là, au lieu de dire mais t'en as déjà à la maison, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Voilà, de dire ah bah je vois que tu as le désir d'avoir un deuxième camion. Ah oui, qu'est-ce que tu imagines de faire avec ce camion? Vous l'écoutez, vous êtes dans l'écoute et vous déroulez le registre. Là on est dans le registre de l'imaginaire. Il y a différents registres, hein. Il y a le registre de la réalité et le registre de l'imaginaire, et puis le registre symbolique. En tant qu'enfant, on est quasiment que dans l'imaginaire comme registre. En tant qu'adulte, on est très souvent que dans la réalité. Donc, entendez qu'un enfant, puis même en couple, l'autre a son registre de l'imaginaire qui est présent. Et même, on est même assez souvent dans l'imaginaire et on a tendance à toujours ramener au registre de la réalité. Donc un enfant qui dit oh bah, je veux ceci, entendez qu'il est dans l'imaginaire et qu'il a besoin de se dérouler cet imaginaire. Et quand on a des désirs, des envies, on est en vie. C'est important d'avoir des désirs et des envies et ils ne sont pas faits pour être réalisés tous. En général, les 9/10, les 3/4 de nos désirs, nos envies, ils ont juste besoin d'être écoutés, d'être entendus. Et dans la méthode Esper, on propose par exemple de symboliser une boîte à désirs. Voilà, d'écrire tous les désirs que j'ai. Et puis, chaque jour, je regarde les désirs les plus importants et je les classe. Et un enfant qui a un désir d'avoir un camion, le lendemain, il aura plus de désir. Voilà. Il avait besoin de le nommer à un moment donné, d'être entendu là-dedans, dans son registre de l'imaginaire. Et donc de l'entendre, voilà. Si l'enfant insiste, de dire je ne sais pas ce que tu feras pour répondre à ton désir, mais j'entends que c'est un désir important pour toi. Et si ce désir-là, il dure 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, eh bien c'est que ce désir, cet enfant, il a pris soin de ce désir parce qu'il le rappelle. Il va chercher des informations sur les catalogues. Voilà. Il va mettre de l'énergie dans ce désir-là. Donc ce désir, ensuite, il peut passer à l'étape de la réalisation pour aller vers l'étape du projet, vers l'étape de la réalisation. Donc il y a différentes étapes aussi pour passer au projet. Est-ce que j'ai les moyens, les ressources, les alliés, les limites, etc. pour ensuite réaliser ce désir. Et donc là, il passe dans la réalité, ce désir. Mais vous allez voir que beaucoup de désirs, ils ont simplement besoin d'être nommés. C'est comme le couple qui se balade en ville et la femme qui voit dans un magasin une jolie robe et qui commence à dire et qui commence à dire oh cette robe elle est jolie, etc. Elle est belle, je me verrais bien dedans. Et puis le mari, le conjoint, il l'achète. Voilà. Et puis après, autre magasin, pareil. Oh cette. Donc au bout d'un moment,
La femme, elle en a marre qu'il achète tout ce qu'elle dit qu'elle trouve beau. Elle veut simplement dire qu'elle se voit bien avec ça. Et donc, au bout d'un moment, elle ose plus dire que ça me plaît parce que l'autre, il va passer à la réalité tout de suite, acheter. Je prends cet exemple-là, mais on a besoin de rêver, on a besoin d'imaginer, on a besoin de partager ça, de mettre en commun. Si tout de suite ça passe à l'état de réalité, ça nous plombe et ça nous empêche quelque part d'avoir accès à cet état imaginaire. C'est comme le couple qui vient d'acheter une maison à la campagne, et puis un des deux dit oh bah, je me verrais bien en ville, hein. Voilà. Quoi, mais on vient d'acheter une maison à la campagne, on vient de faire un investissement, etc. Voilà. Je suis dans l'imaginaire, j'ai besoin de dire oh bah, je verrais bien une maison en ville, voilà. J'ai besoin de me dire là-dedans. Et puis comment ce serait pour toi de le voir en ville? Bah, ça permettrait d'être plus proche des commerces, etc. Mais bon, finalement, oui, le choix à la campagne, de toute façon, c'est ce que je veux, hein. Je veux juste imaginer que ça soit possible pour moi. Donc si je ramène tout de suite à la réalité, je peux pas être entendu dans ce registre. Et comme ça fait partie des 3 registres principaux, bah, si vous enlevez un des registres, vous enlevez beaucoup de vie en vous-même. Et ce qui va nourrir une relation, c'est de pouvoir communiquer au niveau imaginaire, au niveau partager ce que je vis. C'est de témoigner. Ce qui va nourrir une relation, c'est que je vais témoigner qui je suis. Jacques Salomé, pendant 2 ans, il accompagnait sa fille à l'école et puis il lui demandait ce qu'il faisait et puis sa fille répondait pas pendant 2 ans. Puis au bout de 2 ans, il s'est dit bah, tiens, je vais parler de moi. Il a commencé à témoigner de ce qu'il vivait, de comment il vivait les choses et sa fille a commencé à témoigner de lui. Donc c'est en étant avec soi-même, en mettant en commun ce que je vis, en témoignant de qui je suis, que je vais pouvoir améliorer les relations, que je vais pouvoir nourrir les relations. Voilà, donc j'espère que vous repartez avec quelques outils, idées, inspirations pour apprendre à mieux communiquer. Et vous allez voir très vite, ça vous apporte plus de vie, surtout quand vous l'appliquez à vos relations fondamentales autour de vous. Voilà. Après, pour le côté pratique, si certains souhaitent approfondir cette méthode, elle est dispensée à plusieurs endroits en France, et en particulier aussi dans notre école, de différents cours sur ça. Donc apprendre à mieux communiquer, apprendre à mieux écouter, apprendre à améliorer la relation avec ses enfants, améliorer sa relation de couple, améliorer sa relation professionnelle, écouter les mots de son corps également, mettre des mots sur ces mots que vous connaissez sans doute. Là, c'est une écoute de soi avec soi. C'est pas l'écoute la plus facile, mais c'est une écoute qu'on peut également améliorer, s'entendre. Voilà. Et puis faire le deuil, c'est aussi un certain nombre de thèmes qui rentrent dans la communication à soi pour pouvoir avancer et se construire. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne suite de salon.